Bonjour à tous, un nouveau numéro d'À savoir en direct de Stéréolux pour l'édition 2016 des Web Today. On va beaucoup parler aujourd'hui d'applications mobiles, celles qui nous accompagnent au quotidien dans ces téléphones. On sait beaucoup moins qui les conçoit et comment elles sont conçues, avec comment on les fabrique, comment on les code. On le verra tout à l'heure avec un exemple pratique, celui de Tister, une nouvelle application qui a été lancée par Julien Chevalier et Erwan Lemével aujourd'hui même. Elle est disponible sur les stores. On en parlera dans quelques instants. Tout d'abord, dans l'actu des sciences, deux livres qui sont sortis cette semaine aux éditions d'Orbestier. Le premier, le voici, il est signé James Garnett, Nantes Ville Arboretum. C'est une somme consacrée aux arbustes ornementaux, près d'un millier d'espèces différentes, abondamment illustrées. Cet album, c'est un peu une sorte de catalogue de tous les arbustes qu'on peut trouver à Nantes dans les parcs. James Garnett, vous pouvez le croiser au parc du Grand Blottereau. Il est jardinier, paysagiste au cerf tropical, et c'est le résultat de 3 ans de travail. L'autre livre, le voici. Alors c'est pas le même format, mais il est tout aussi intéressant. Il est signé entre autres par une dame qui est juste derrière moi, qui surveille que j'en dis pas de mal. C'est Annelise Tomine. Voilà, Nantes est un jardin. Si vous voulez connaître toutes les anecdotes des coins de verdure de Nantes, donc c'est signé Magali Grandet et Annelise Tomine, avec le concours des chefs des jardins, on va les appeler comme ça, Jacques Soignon, le directeur du service des espaces verts de Nantes, et Romaric Perrochot. Donc Nantes est un jardin aux éditions d'Orbestier. Si vous êtes à Nantes ce week-end, c'est les journées de l'archéologie, les journées nationales de l'archéologie, l'occasion de mettre les mains dans la terre et notamment à Rezé sur le site de l'ancien port de Raciatum, ce port antique dont on a découvert quasiment toutes les structures intactes, notamment les structures en bois et en pierre, vous les voyez à l'image. Donc des animations pour apprendre à fouiller dans les règles de l'art sur ce site, et évidemment des conférences pour bien comprendre l'histoire très riche de ce site exceptionnel, donc aux portes de Nantes. L'archéologie qui d'ailleurs sort beaucoup d'applications, notamment pour signaler des sites paléolithiques importants sur le littoral. Et ces applications aujourd'hui, elles sont dans notre quotidien, elles sont quasiment jour et nuit avec nous, parfois on se réveille même avec elles, et on va en parler avec vous, qui avez sorti aujourd'hui même cette application Tister. On risque d'en entendre un petit peu parler dans les semaines qui viennent, parce que vous allez évidemment beaucoup communiquer dessus. Vous êtes au Web Today pour parler de cette application, mais nous ce qui nous intéresse, c'est le voyage que vous avez fait entre l'idée de cette application et la sortie. On imagine que ça a été épique. Tout d'abord, alors je ne sais pas si vous pourriez pitcher l'un de vous en 3 phrases l'idée de cette application. Bonjour, d'accord. Donc bonjour, Julien, je suis cofondateur de Tister avec Erwan. Et Tister, c'est une plateforme de test produits en vidéo par les consommateurs, pour les consommateurs. Donc l'idée, c'est que chaque utilisateur puisse tester son produit, donner des conseils d'utilisation. Et les vidéos sont diffusées auprès de nos sites e-commerce partenaires. Et quand les vidéos sont sélectionnées, les utilisateurs reçoivent des récompenses. Un peu plus que 3 mots, mais j'essaie d'être court. Parfait. Nous, on va s'intéresser donc à la partie technique, notamment. Cette application, contrairement pour la partie mobile, en tout cas, elle est dans un téléphone. Alors là, on voit la plateforme web, parce que vous avez évidemment une partie plateforme qu'on peut consulter sur ordinateur et une application mobile. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question. C'est-à-dire qu'on va sur l'App Store ou le Google Play, enfin le grand marché des applications pour Android, et on choisit une application, on la télécharge, et puis ça marche en général. Sauf que pour que ça marche, ça demande énormément de travail. Vous avez commencé à travailler là-dessus à quel moment, et qui vous avez mobilisé pour construire cette application? L'idée, elle a germé il y a 1 an. La solution, elle a vu le jour sous le nom Mon Avidéo il y a à peu près 6 mois après, en décembre. Et là, aujourd'hui, sous le nom Tister, elle est disponible aujourd'hui. Donc ça a pris 1 an, en fait, jour pour jour, quasiment. Dans l'esprit du grand public, une application, c'est du code informatique, c'est beaucoup de code. C'est ça avant tout ou pas? C'est surtout une idée au départ. C'est surtout un concept, c'est une idée. Le code vient après. Le code doit traduire l'idée qu'on a à l'origine. Alors le principe, c'est que donc on télécharge cette application, on a physiquement un programme. Erwan, je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer ça. On a un petit programme qu'on télécharge sur notre application. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Avec qui on communique exactement? Globalement, effectivement, on a une application qu'on peut télécharger sur les App Store, les Google Play. À la base, il y a tout un développement de base lié à un serveur. La base, c'est ça, avoir une structure où poser ces développements pour les tester, les bêta-tester, avant de les envoyer sur les stores pour validation.
Ça implique de développer. Alors, on a tous en tête ces fameux logiciels qu'on installait, qui sont des briques. C'est un peu monolithique, hein, un logiciel de traitement de texte, par exemple, qu'on met sur son téléphone. Aujourd'hui, ces applications, c'est des programmes beaucoup plus légers, beaucoup plus complexes que les applications qu'on a connues il y a 5-6 ans. Ça a évolué, encore une fois, pour les développeurs, ce qui n'est pas totalement notre partie. On utilise, c'est vrai, des développeurs en freelance pour nous aider, heureusement, sur Android et iOS, des spécialistes qui permettent de justement sortir des applications natives propres sur chaque structure, chaque plateforme. Après, ça a évolué, les SDK, qu'on appelle des structures de plateforme pour les développeurs, ont nettement évolué pour faciliter le travail sur Android et iOS notamment. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux grands univers, on va dire, quand on parle de SDK. Il y a une plateforme de développement pour l'univers Apple, donc le système d'exploitation qu'a créé Apple, c'est iOS. Le système d'exploitation créé pour Android. C'est deux mondes qui ne communiquent pas du tout, il faut avoir les yeux partout. Ouais, c'est deux mondes qui ne communiquent pas du tout, effectivement. Et c'est pour ça que nous, on a choisi un développeur spécialiste Android et un développeur spécialiste iOS. Parce que les deux plateformes sont vraiment distinctes. C'est pas possible de se spécialiser sur les deux. C'est des langages différents. On peut faire une application globale, iOS, Android, sauf que du coup, c'est pas aussi qualitatif que faire deux applications séparées. Et voilà. je rajouterais, c'est pas pérenne dans le temps non plus, parce qu'il y a iOS qui va évoluer, Android qui va peut-être évoluer moins vite. Il va devoir c'est les fameuses mises à jour. Hein. Exactement, tout à fait. Donc, il faut jouer aussi sur ces mises à jour et ces évolutions possibles. Et donc ça, c'est un enfer, j'imagine, pour les développeurs, mais aussi pour les concepteurs d'applications, parce que ce qui était vrai pour l'application iOS 6, je sais pas, on est à 8 aujourd'hui, ça ouvre des perspectives, chaque nouvelle mise à jour Ça coûte surtout de l'argent. Ouais. C'est surtout ça. Donc faire une application, il faut que ça serve à quelque chose, clairement. Puisqu'à chaque fois, on doit faire une application iOS, une application Android. Donc il faut vraiment qu'il y ait un intérêt pour le consommateur. C'est combien d'utilisateurs, la part de marché entre le système iOS et le système Android aujourd'hui? De mémoire, on est à près à entre 92 et 95% pour les deux plateformes. C'est-à-dire qu'après, c'est le reste du marché, dont Windows Mobile. Donc, Et celui qui gagne, c'est Apple? Android? C'est Android sur le volume. C'est Android sur le volume d'applications et le volume d'utilisateurs, mais c'est Apple sur le nombre d'applications téléchargées payantes. Donc bon. Donc vous avez cette brique logicielle. Ensuite, vous communiquez beaucoup. Alors l'idée de votre application, c'est que vous communiquez avec d'autres services. Vous avez des serveurs, j'imagine, chez vous. Vous louez des serveurs pour recueillir les données? Tout à fait. On a préféré louer des serveurs pour héberger les vidéos qui sont après diffusées chez YouTube. Pourquoi on a choisi de diffuser chez YouTube? Parce que c'est plus facile pour un site e-commerce d'utiliser les systèmes d'encodage de YouTube. Ils n'ont pas besoin de réinventer leur plateforme. Ouais. Par contre, en termes de sécurité, en termes de technicité, on préférait garder nos propres serveurs. C'est extrêmement cher de développer un système de vidéo à la demande, de VOD? C'est cher, extrêmement, non, quand même pas. Après, oui, il faut investir un petit peu d'argent. Ouais. C'est admis aujourd'hui, ça, l'idée qu'on puisse associer des applications différentes pour un même produit. Pendant très longtemps, l'idée, c'était de tout maîtriser du début à la fin. Hein. Ça ne vous pose pas problème, ça, d'utiliser des applications tierces? Là, on pense à YouTube notamment. Non, pas du tout, parce que encore une fois, on garde nos serveurs pour être propriétaire de la vidéo, et après, YouTube est un vecteur de diffusion, comme peut l'être Facebook, comme Twitter, comme l'ensemble des réseaux sociaux. Donc non, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, il faut s'appuyer sur ces structures-là. Ça nous permet d'être flexible et d'être plus rapide, et de moins investir d'argent aussi, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Absolument. Et surtout que ces structures sont aujourd'hui stables et avec un nombre d'abonnés énorme. Ouais. Donc sont déjà connues, techniquement viables. Donc pas de déploiement à prévoir, etc. Alors le marché que vous attaquez, c'est celui de la recommandation de produits et par des kidam, en fait, des gens dont c'est pas le métier de faire de la communication ou de la publicité sur les produits. Vous allez laisser faire les gens. En gros, c'est une sorte de pari sur la réaction des gens à l'offre que vous faites, à la porte que vous ouvrez, quoi. Tout à fait. Notre objectif, c'est d'être une plateforme qui vulgarise le test produit en vidéo, pour que chaque personne, chaque utilisateur se dise « Ah, ok, grâce à Tister, c'est super simple de faire un test vidéo, ça me prend entre 30 secondes et 2 minutes, et je suis vraiment accompagné lors de la réalisation de ce test vidéo. » Alors je sais pas quand on schématise le produit, on se dit tout de suite, alors là on voit à l'image par exemple le type de vidéo que peuvent faire les utilisateurs. Là j'imagine la personne a mis son téléphone face à elle sur un pied ou sur un meuble et elle parle donc en l'occurrence là d'un fer à friser. Hein. Oui, oui, tout à fait. On se dit tout de suite,
Alors, l'obstacle à franchir, ça va être comment on utilise la caméra, c'est ça? Comment on publie la vidéo? Quelle bande passante il faut? C'est quoi ces questions? C'est comment on utilise la caméra et surtout qu'est-ce que je dis. Au départ, quand j'ai lancé la solution, tout le monde m'a dit « Ah oui, je vais faire des tests produits ». Mais c'est vrai qu'il faut savoir exactement ce qu'on va dire. Et notre objectif, justement, c'est d'aider les consommateurs et de les guider pour réaliser un test produit. On le voit bien ici au Web Today, il y a plusieurs univers, en fait, comme plusieurs étapes de développement d'un produit. Il y a la partie business, ça arrive presque à la fin. Il y a la partie comment on communique sur le concept, c'est un peu les fameux battles, enfin les pitchs. Oui. Et puis il y a la partie technique. Alors, c'est pas souvent dans ces salles, c'est un peu plus à l'écart. Souvent, on parle beaucoup technique. Vous, avec l'expérience, qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que c'est de résoudre les obstacles techniques, les obstacles marketing ou l'argent? Je pense que chaque obstacle est difficile. Je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse à cela. C'est vrai que techniquement, on peut toujours trouver des solutions avec les moyens actuels qu'on a. Financièrement, on peut trouver des investisseurs ou des gens qui nous suivent parce que la solution est viable et ça peut intéresser du monde. Le problème en communication, ça va être de chercher les gens, à engager les gens, à produire du contenu, effectivement, à leur dire c'est facile, c'est simple, et à nous de les engager dans ce sens, effectivement. Et sur l'attention que vous portez à l'innovation, j'imagine que vous avez imaginé plein d'autres produits, plein d'autres services avant celui-ci. Comment on fonctionne? C'est-à-dire, on voit une innovation technique, on se dit « Ah tiens, pourquoi on ne ferait pas ça avec ça ?» Ou alors, vous avez déjà en tête une idée bien précise de produit, et ensuite, vous allez dénicher les possibilités techniques qui permettent de le faire. En fait, ça vient plutôt d'une opportunité marché. Parce que j'ai travaillé pendant 8 ans chez Cdiscount. Et d'un côté, il y a les consommateurs qui voulaient des vidéos produits pour les aider dans leur expérience d'achat, pour les guider en fait dans leurs achats. Et de l'autre côté, nous, côté Cdiscount, on voulait des tests produits en vidéo également. Donc l'idée, en fait, elle est venue vraiment d'une opportunité marché. Donc de créer la plateforme. C'était soit de le faire par des professionnels, hors de prix, enfin cher en tout cas. À l'époque, c'était soit de le faire en interne. Et donc, du coup, moi, j'ai eu l'idée, je l'ai proposé à Cdiscount. Et en fait, c'est comme ça que j'ai lancé la startup. Ouais. D'accord. Ouais. Sur la partie recommandation, c'est difficile, j'imagine, de faire venir les gens à l'utilisation de la plateforme. Comment vous faites pour les convaincre de participer à ces tests, quoi? Tout à fait. C'est un des piliers, en fait, le levier d'acquisition. Quand on lance une start-up, quand on lance un projet, quand on lance une application, on parle souvent de comment récupérer des clients. Nous, notre objectif, c'est de se baser justement sur les e-commerçants qui ont déjà des bases de données énormes, qui ont des clients, qui ont des visiteurs. Donc, en fait, on propose aux e-commerçants de communiquer cette solution auprès de leurs visiteurs, auprès de leur audience. Et on redirige le trafic vers l'application et la web app Tister. Et après, on rediffuse les vidéos sur le site e-commerce. Donc, c'est pour ça qu'on se définit en tant que plateforme de test produits vidéo. Après, les gens vont se dire, moi, je vais enregistrer une vidéo, elle va être vue par 10 personnes, quoi. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas cette crainte que la vidéo qu'on tourne soit finalement très peu partagée? Est-ce que c'est une question de hasard? Est-ce que c'est une... Non, à partir du moment où elle est sélectionnée, cette vidéo, du coup, elle sera diffusée sur le site e-commerce. Donc forcément, elle va être beaucoup vue. Ouais. Et pour rémunérer les clients, on est accompagné par les marques et par les e-commerçants, donc qui offrent des bons d'achat jusqu'à 500 €. Et pour répondre clairement à la question, elle sera vue la vidéo parce qu'elle sera présente sur les fiches produits. Il y a une sorte de mystère de la vidéo virale. On ne sait pas ce que c'est qu'une vidéo virale. Et on a eu un exemple récemment et que vous prenez pour exemple d'ailleurs assez souvent dans vos pitchs. Vous l'avez fait d'ailleurs cet après-midi. Oui, tout à fait. On a pitché cet après-midi au Startup Village pour présenter la solution. Et effectivement, l'illustration type du concept Tister, c'est la vidéo la plus vue sur Facebook, qui est le fameux masque de Chewbacca, voilà, qui a été vu 150 millions de fois. Et clairement, c'est un achat produit, une présentation du produit en situation réelle, du partage, de la diffusion, et après un gain énorme, puisque Candice Payne, la Texane, mère de famille, a gagné 420 000 $ de gains cumulés, clairement. Versé par Facebook. Versé par des cadeaux et voyages, partenaires. D'accord, ça suffira pour allécher les utilisateurs de Tister. C'est pas mal pour une mère de famille. Très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. J'imagine que vous allez continuer à vous promener dans les allées. Pourquoi pas trouver des nouveaux partenaires dans les journées à venir. Merci beaucoup. À très bientôt pour un nouveau numéro de Savoir. En attendant, vous pouvez évidemment revoir tous les programmes de Télénantes sur telenantes.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Telenantes.com, Twitter, Facebook et Periscope. Merci.